Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est l'heure de la FAQ les amis, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite FAQ, sachez déjà que je serai en live ce soir, live gaming les amis sur ma chaîne secondaire. On va faire un petit peu de fut champ. Je sais pas si je ferai tout le fut champ, si j'aurai le temps de le faire dans le week-end, je ne pense pas. Mais en tout cas, on va faire un petit peu de fut champ ce soir s'il y en a qui sont chauds de venir voir. Voilà, on discute un petit peu tranquille, on essaie de gagner des matchs, quoi. On fait comme on peut. Voilà, bref. Sinon, je tiens à remercier tous ceux toutes celles et ceux qui ont participé à la FAQ. Il y en a pas mal, j'ai pas mal de questions. Je vais pas pouvoir prendre toutes les questions, répondre à tout le monde, c'est évident, sinon la vidéo durerait 5 heures et c'est un peu trop long. Donc voilà, je remercie d'avance tous ceux qui ont participé. Puis voilà, je vais essayer de répondre le plus clairement possible, essayer d'être le plus clair pour vous. On va faire ça en freestyle, sans préparer quoi que ce soit, comme d'habitude, vous le savez bien. Première question de Yous qui dit Rafinha est-il le nouveau Ronaldinho? Plus ou moins. Frenchie était inutile avec et sans ballon ou c'est moi? Bon, concernant Rafinha, je pense qu'il y a pas mal de questions, tout ça. Bon, après la vanne, nouveau Ronaldinho, c'est vrai que Rafinha a fait un grand match. Il y avait Ronaldinho au stade, on a pu confondre, se dire peut-être que Rafinha était dans tribune et Ronaldinho sur le terrain. Non, mais Rafinha a fait un très bon match. Il est dans un bon moment en ce moment. Il a marqué le but de la victoire contre Las Palmas. Il est plutôt bon depuis qu'il joue à gauche. Dans ce nouveau rôle, on va dire, quand on voit la saison dernière où il avait joué plus ou moins dans ce rôle et il n'arrivait pas du tout, pour moi c'était assez définitif dans ma tête, hein, et au final je me suis trompé, comme tout le monde, tout le monde peut se tromper au final, hein, on peut avoir un avis assez tranché puis après changer d'avis quand on voit que le gars s'en sort plutôt bien. La saison dernière quand il avait joué à gauche, parce qu'on avait un problème, on avait Dembélé, Rafinha, donc on avait mis Dembélé et Rafinha en même temps avec Lewandowski en attaque, et Rafinha quand il avait joué à gauche il avait été plutôt mauvais. On se souvient du match contre le Bayern, tout ça, ça va pas être, ou contre l'Inter, je sais plus, mais c'était en Ligue des Champions, ça avait été très mauvais. Donc moi dans ma tête, je m'étais dit c'est catégorique. Rafinha à gauche, c'est pas possible, voilà. Maintenant, il y a un rôle assez différent, on va dire. Il joue pas vraiment comme pur ailier, il est plus à se balader un peu dans l'axe du terrain. Il y en a certains qui disent qu'il joue comme numéro 10. Alors, il joue pas forcément comme un numéro 10, parce qu'un numéro 10, on va dire à l'ancienne, ça serait un numéro 10 vraiment milieu de terrain, axe. Là, il joue plus dans le demi-espace gauche, mais il se balade énormément de droite à gauche. Voilà, il y a du mouvement, il prend beaucoup l'axe aussi quand Robert. Il y a beaucoup cette relation sans forcément se faire des passes ou quoi, mais dans les mouvements, cette connexion, ce lien entre Robert et Rafinha qui se comprennent assez bien dans les déplacements. Robert qui vient vers l'intérieur du jeu, demander, on va dire, le ballon dans les pieds ou comme pivot, quoi, comme point d'appui. Rafinha qui prend la profondeur, ainsi de suite. Ça se comprend plutôt pas mal dans les déplacements et c'est bien. Donc Rafinha, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Maintenant pour Frenchie de Jong, pour répondre à ta question, Frenchie, c'est un peu le joueur auquel il faut pas toucher dans l'équipe, clairement. Moi, j'en ai parlé un petit peu dans le débrief. Il y en a dans les commentaires qui sont venus me dire ouais, il a un problème avec Frenchie de Jong, tout ça. On peut chouiner, ça peut arriver de chouiner et de pleurer tant qu'on veut. Mais moi, comme je l'ai dit, j'ai de problème avec aucun joueur de mon équipe. Maintenant, il y a des joueurs qu'on peut critiquer, des joueurs qu'on ne peut pas critiquer. Et c'est sûr que Frenchie, quand tu le critiques, ça passe pas souvent très bien. Ça se passe pas bien parce que les mecs sont là. Non, tu ne peux pas critiquer Frenchie. Il est parfait. Donc quand tu dis que Frenchie, avec ou sans ballon, c'est sûr que c'est pas fameux. Il faut mettre ça aussi sur le dos de la blessure, de retour de blessure. Frenchie, il nous a montré un niveau exceptionnel avant qu'il se blesse. Et je l'ai dit, Frenchie était exceptionnel avant qu'il se blesse. Donc il n'y a pas de raison. Et puis voilà, ça peut s'expliquer, quoi, disons. Il n'y a pas de raison qu'il revienne pas à un niveau exceptionnel. Maintenant, on le sait, Frenchie, sans ballon, c'est pas fou. Défensivement ou même dans les déplacements. Très dans l'analyse hier, quand Frenchie vient chercher le ballon dans les pieds de Koubarsi, alors que Koubarsi peut te faire une relance et te casser 2 lignes de pressing et envoyer la balle directement à Lewandowski dans les pieds parfaitement. T'as pas besoin de venir le coller, quoi. Lui tenir la main. Koubarsi, c'est un grand garçon, frérot, maintenant. Il a peut-être 17 ans, mais t'inquiète pas pour lui. Il a aucun problème là-dedans. Donc il faut arrêter. Moi, j'ai pris l'exemple hier, je crois, ou je sais plus, de Thierry Henry qui dit reste dans ta zone, viens pas dans ma zone, tu vois. Et c'est exactement ça. Et Frenchie, ça, il a pas compris.
Il ne l'a pas compris. Donc il serait temps qu'il le comprenne quand même au bout d'un moment, parce que ça fait un moment qu'il est au Barça, ça fait un moment qu'il est censé pratiquer ce football-là. Donc il faut qu'il arrête de descendre trop bas, quoi, tout simplement, qu'il offre des solutions. Parce que venir coller un tel coéquipier, ça n'apporte pas de solution. C'est ça qu'il faut qu'il comprenne en fait. Celui, il vient chercher la balle dans les pieds de Koubarsi pour apporter une solution. Ça, c'est ça dans sa tête. Mais dans le jeu, concrètement, ça n'apporte pas de solution. Ça ne sert à rien. Tu ramènes un autre gars devant Koubarsi. Koubarsi est pressé par un gars. Tu ramènes ton gars qui te marque toi sur Koubarsi aussi. Ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Et ça ne l'aide pas non plus Frenchie. Parce que s'il reçoit le ballon, il y a deux gars aussi à côté de lui. Il va devoir tourner pendant 3 heures et essayer de percuter, de percer un petit peu balle au pied. Mais là, actuellement, en revenant de blessure, il n'est pas aussi frais physiquement pour faire ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir qu'il comprenne. Et quand il le comprendra, je pense que ça sera un meilleur joueur de foot, quoi, tout simplement. Largement en plus. Hein. Ensuite, on a Moltard qui dit des petits relâchements qui peuvent nous coûter cher. Et oui, toujours pareil. C'est les problèmes qu'avait le Barça en début de saison, on va dire. Défensivement, on avait beaucoup de problèmes en venant des côtés puis l'axe. En fait, quand l'équipe adverse attaquait des côtés et puis finissait dans l'axe, on avait beaucoup de problèmes pour défendre cette zone-là, quoi. On a des problèmes pour défendre dans les couloirs et devant la défense. Parce qu'après, une fois qu'on arrive en défense centrale, c'est plutôt bon. En plus, avec l'arrivée de Koubarsi qui a ajouté vraiment de la qualité en défense centrale, on n'a pas forcément un gros problème là-dedans. Mais dans les couloirs et devant cette défense-là, au niveau du double pivot, en fait, on a vraiment un problème défensif. Ça, c'est sûr. On avait déjà ce problème-là quand on avait le double pivot Frenchie-Gundogan. C'était pas du tout équilibré. C'est pour ça que Xavi il a mis Christensen en 6 à côté de Frenchie, parce que Frenchie, on sait qu'il a besoin d'un gars qui défende à côté de lui, parce que lui, je l'ai déjà dit, on le sait. Frenchie, niveau défense, c'est pas du tout ses qualités, quoi. Donc Gundogan encore moins. Donc Gundogan, Frenchie à côté, tu vois, en double pivot, ça ne défend pas. Ça ne défend pas. Et là c'est sûr que par moment, on a vu beaucoup de passivité. Et ça a coûté cher. Ça a payé cher. Donc ça, c'est sûr qu'il va falloir rester concentré au match retour. Évidemment, il y a Cadiz entre-temps, mais on a tous, dans nos têtes, on a le PSG. Cadiz, je pense que quasiment tout le monde s'en fout actuellement. C'est ça qui est... mais bon, c'est comme ça. C'est peut-être la logique, la puissance de la Ligue des Champions qui fait ça. Mais on a tous le PSG en tête et oui, il faudra être concentré à 100% parce que la moindre boulette, la moindre erreur, on va dire, la moindre inattention, ça tue le pays cash. T'es inattentif 2 minutes, on a pris 2 buts. Ensuite, on a Yanis qui dit ça y est, on n'a plus besoin d'acheter un ailier gauche, on a Rafinha. C'est une question qu'il va falloir se poser. Certains le vendent, direct. Certains pourraient dire Rafinha, ça dégage pour, tu vois, s'il y a 100 millions qui arrivent, on vend Rafinha. Mais c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question. Est-ce que si on a un Rafinha à ce niveau-là, qui peut dépanner à droite, parce qu'à droite, sur le long terme, on va installer Lamine Yamal. À gauche, on sait que on joue plus ou moins. Alors pour le moment, c'est toujours pareil, parce que évidemment, si Xavi part, ce qui est normalement le cas, c'est prévu, on jouera pas forcément de la même façon. Et donc le nouveau coach aura besoin ou pas de Rafinha, donc voilà, on verra. Mais je pense que Rafinha a beaucoup de chances de rester de toute façon. Maintenant, est-ce que si on le vend, parce qu'on nous a dit que si on fait une grosse vente, on revient au 1 pour 1, on pourra dépenser sur le mercato. En gros, ce qu'on gagne, on peut le dépenser sur le mercato, tu vois. Que là, actuellement, c'est pas le cas. Mais est-ce que si on vend Rafinha, par exemple, 100 millions, est-ce qu'on peut aller mettre 100 millions sur un autre joueur? Par exemple, on a besoin d'un ailier. On vend Rafinha. On va acheter un autre ailier. Donc déjà, en termes de profondeur de banc, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Et est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un ailier plus fort que Rafinha? Vous allez me dire, il y a quand même des ailiers sur le marché qui sont quand même peut-être plus forts que Rafinha, même si actuellement il est en très bonne forme. Mais on se rappelle aussi du début de saison qui était quand même beaucoup plus compliqué pour Rafinha. Donc est-ce qu'on va chercher un ailier meilleur que ça avec l'argent qu'on a? Est-ce qu'on aura toujours un problème de profondeur de banc? Tout ça, c'est possible. Donc est-ce que vraiment on est sûr à 100% que si on vend Rafinha, on va trouver mieux, si on va pouvoir dépenser aussi cet argent? Ça, c'est pas sûr. Donc au final, je sais pas trop. Ensuite, on a Stanley qui dit l'explosion de Yamal a mis une pression à Rafi Goat. Tu penses qu'on va garder cette version? Eh ben écoute, j'espère qu'on va garder cette version Goat ultime Super Saiyan de Rafinha. Faut qu'il garde ses tresses, c'est là où il est le meilleur. Non mais c'est sûr. C'est sûr que l'explosion de Lamine au haut niveau a mis un petit coup de boost à Rafinha. Maintenant, Rafinha, il est très, pour moi, de l'extérieur de ce que je vois,
ce que je ressens quand je le vois jouer, quand je le vois son comportement sur le terrain, je trouve qu'il a une mentalité vraiment de combattant, on va dire. Il a une grosse mentalité, il a des grosses attentes envers lui-même. Je pense pas qu'il ait besoin de quelqu'un d'autre pour que ça lui mette la pression et que ça lui mette un coup de pied au cul, tu vois. Il est très exigeant envers lui-même, ça se voit quand il sort sur le terrain du terrain. On l'a vu souvent énervé, tout ça. Je pense pas qu'il était énervé contre Xavi, contre le coach. Je pense qu'il y a une très bonne relation entre Rafinha et Xavi. Je pense que Rafinha, voilà, il est très exigeant parce que quand il sort, il est pas content, mais il est pas content envers lui-même. Il est pas content de sortir parce qu'il veut encore se battre, il veut encore tout donner, machin. Puis tu le vois dans ses efforts. Rien que dans les efforts, en fait, quand tu vois qu'un joueur il met autant d'efforts sur le terrain, c'est qu'il a une motivation derrière. Et la motivation, elle doit partir de soi-même. Tu dois aller chercher une motivation intérieure, on va dire. Si un joueur, alors il y en a dans l'effectif, j'ai pas envie de donner de nom, mais vous reconnaîtrez probablement, mais si un joueur, il doit être motivé par des choses externes constamment pour que lui soit motivé, c'est compliqué. Il faut qu'un joueur soit motivé par les choses extérieures, c'est-à-dire les enjeux, le match, par exemple l'équipe adverse, ça va le motiver, le coach, le staff, tout ça qui va motiver, voilà. Ou alors si tu donnes une prime au joueur, il va être motivé par une chose externe, bon, un peu plus matérielle, mais voilà, pas de question de sportif ou quoi. Et puis il y a la motivation interne, on va dire, où le joueur va être motivé par lui-même. C'est comme tout en fait. À partir du moment où tu as une détermination, la plus forte détermination, ce qui peut le plus pousser un joueur à se dépasser, même dans la vie, un être humain, il faut que ça vienne de soi-même. Si on te dit c'est pas bien la cigarette, il faut que t'arrêtes. Tu vas dire ouais, je vais arrêter. Mais si toi tu te rends compte et dans ta tête tu te dis il faut que j'arrête cette merde, tu vas arrêter. Enfin, tu vas être plus motivé. Faut que ça vienne de toi, en fait. Et je pense que Rafinha, tu vois, ça se voit que ça vient de lui avant tout, sa motivation. Il y a des joueurs, tu les sens un peu moins motivés, on va dire, sur le terrain. Ensuite, on a Amine qui dit Xavi a pris les bonnes décisions au bon moment pour changer le match. Koubarsi plus Araujo, monstrueux. Ouais, mais en vrai, toute la défense, pour moi, je l'ai dit dans l'analyse, dans mon intro d'analyse hier, toute la défense a été costaud. En vrai, quand tu vois Cancelo face à Dembélé, il a souvent eu le dessus. Il y a eu des prises à deux, tout ça pour défendre, évidemment, mais vraiment bon. Et puis Koundé, il a eu un sacré client quand même, il avait Mbappé, on l'a vu les vidéos, je pense qu'on a tous vu Koundé qui collait Mbappé, qui ne lâchait pas d'un centimètre. Donc vraiment gros match de notre défense. Araujo évidemment monstrueux, Koubarsi aussi, hein, pour l'enjeu qu'il y a à cet âge-là, être aussi serein, c'est assez fou. Et puis oui, Xavi, on peut remercier le coach, évidemment. Moi j'ai plus envie de parler de tout ça parce que j'ai pas envie de forcer, tu vois. J'ai pas envie de forcer, mais pour moi, Xavi a encore fait un excellent boulot. Pas forcément une masterclass, mais quand on entend les supporters, certains disent que Luis Enrique est un meilleur coach que Xavi, Peut-être que c'est le cas, il a plus d'expérience, tout ça, et peut-être que oui, voilà. Je dis pas que Xavi est un meilleur coach que Luis Enrique. En attendant, Xavi, il a remporté le match tactique et le match tout court. Il y a un match retour, voilà, comme je l'ai dit, rien n'est définitif, rien n'est décidé, quoi. On verra au match retour, tout se jouera au match retour, il y a qu'un but d'écart, quoi. Mais Xavi, il a fait un excellent taf. Excellent taf, des changements qui ont été payants. Pedri rentre, premier ballon, passe D. Christensen rentre, corner, il marque le but. C'est magnifique. Les changements nous ont offert la victoire concrètement. Mais il n'y a pas que ça. Même dans le choix du 11, c'est un choix assez cohérent. Quand on sait que Christensen n'était probablement pas prêt, sinon Christensen aurait été titulaire. Voilà, c'est un 11 cohérent, c'est une équipe qui remonte un peu la pente. Il y en a plein qui ont dit, c'est assez drôle, hein, mais forcément que l'équipe va mieux parce que Lewandowski a fait griller des saucisses chez lui. Alors bon, je sais pas, c'est exactement ça, mais c'est vrai que depuis l'annonce de Xavi sur son départ, eh bien, on a l'impression qu'il a aussi pris tout le truc sur lui. Regardez les conférences de presse, à chaque fois on répète, les journalistes sont là à Xavi. Alors du coup, est-ce que tu vas rester ou est-ce que tu vas partir? Xavi est là pour l'instant, j'ai pas prévu ça n'a pas changé, pour l'instant je vais partir, tout ça. Et à chaque fois c'est pareil. Et on a l'impression que toute la presse, toute l'attention est focalisée sur Xavi. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester? Pendant ce temps-là, les joueurs ils sont tranquilles et ils peuvent se mettre dans un cocon, tu vois, ne pas recevoir trop de critiques, ou tu vois, l'attention elle est portée plus
plus sur Xavi, quoi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose de la part d'un coach qui protège encore une fois ses joueurs. On avait un ancien coach qui n'hésitait pas à cracher sur ses joueurs à chaque mauvais match, quoi. Donc c'est sûr que ça doit changer un petit peu, faire bizarre. Ensuite, on a El Cineo qui dit masterclass du coach quand même. S'il avait les individualités comme le PSG, c'est autre chose. Ah, ça c'est sûr, hein. Si à droite on avait eu Dembélé au lieu de Lamine, non pas que je préfère tu vois, Lamine en soi, disons que Lamine est un joueur moins c'est un plus jeune joueur, donc si à la place de Lamine t'as Dembélé, un joueur qui provoque quand même et qui a sorti quand même un match qui a apporté du danger, hein, sur le Barça, même si voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais ça a été le cas. Et si on avait eu Mbappé, c'est sûr que ça aurait été peut-être différent. Et peut-être que, je sais pas, tu vois, on sait pas vraiment. Peut-être que non. Peut-être que Rafinha est un meilleur joueur qu'Mbappé, qui sait. Sur ce match, en tout cas, ça a été le cas. Mais ça se trouve, on aurait gagné 5-0 avec ces joueurs-là. On sait pas ce qui peut se passer, mais c'est sûr que il nous manque, c'est ce qui nous manque depuis le début de la saison, depuis très longtemps, depuis le départ de Messi. Il nous manque des joueurs différentiels devant, des joueurs qui font les différences à eux tout seuls. On avait un peu Dembélé la saison dernière, même si Dembélé est un joueur qui est très peu efficace, hein. Il a mis 2 buts dans la saison, autant que Rafinha en un match, mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas de Mbappé, il n'y a pas de mec comme ça, quoi, au Barça. T'es obligé de... Moi c'est souvent ce que je dis, quand on gagne au Barça, c'est souvent par un jeu assez collectif, parce que c'est assez rare de voir un mec, alors ça peut arriver évidemment, un João Félix, un Lamine, ou même un Rafinha, un Lewandowski, bref un attaquant, quoi, qui arrive à faire la différence un peu à lui tout seul, mais c'est quand même assez rare. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un gars qui arrive, qui dribble 2-3 joueurs et qui va marquer un but, et là tu te dis waouh, il nous a fait gagner le match à lui tout seul. J'ai pas trop de souvenirs de ça, hein. Ensuite il y a Salim qui dit Ter Stegen me rassure plus, j'ai du mal, c'est lui le maillon faible côté Barça ce soir. C'est vrai qu'il était pas forcément très rassurant, pas toujours des bons dégagements, tout ça. On a eu un bon Ter Stegen en début de saison, franchement c'était pas mal. On avait un bon Ter Stegen, mais on avait une défense assez catastrophique, donc c'était compliqué. Et de toute façon il va falloir penser à l'après Ter Stegen au bout d'un moment, ça c'est clair. Mais bon, c'est vrai que là il m'a pas rassuré de fou sur ce match. Pour moi il aurait pu sortir un peu le ballon sur le deuxième but, tu vois. Le premier, la balle, elle part trop fort et tout. Comme je l'ai dit dans l'analyse hier, ça part trop fort. L'angle, la frappe, elle est cachée par 3 joueurs. Il a 3 joueurs devant lui qui lui bouchent la vue. C'est compliqué. Il prend une frappasse genre la frappe de Dembélé, elle part hyper fort. Et il est pas très loin des cages non plus. Donc voilà. Vitinha, sa frappe, c'est une vieille frappe toute molle et il aurait pu faire quelque chose pour un gardien de cette trempe-là, on va dire. Cette expérience, ce talent, il aurait pu la sortir la balle. Là, on dirait qu'il se fait trouer easy, quoi. Donc c'est sûr que c'est un peu le maillon faible. On a besoin d'un grand Ter Stegen. Pour la Ligue des Champions, pour les compétitions comme ça, t'as besoin d'un grand gardien. Sinon, tu vas pas très loin. Parce que si tu te prends un but sur la moindre frappe, ça sert à rien de jouer, quoi. Ensuite, il y a Babsni qui dit quel match, je sais pas, mais moi je suis toujours pas serein par rapport au retour. Mais personne ne peut être vraiment serein. Après, il y en a qui vont te dire ouais, moi je suis serein, tranquille et tout. Regardez les fans du PSG, ils étaétaient sereins, ils étaient ouais, on va les déchirer, il y a pas de problème. Les journalistes français qui avaient aucun problème pour dire ouais, c'est tranquille, le Barça, c'est facile. C'est le meilleur tirage pour nous, on va prendre le Barça, on va les déchirer. Bon, voilà, faut pas sous-estimer ses adversaires. Pas quand t'arrives dans un niveau comme ça, en quart de finale de Ligue des Champions, tu sais que le gars il est pas là pour rien. Il est pas arrivé à ce niveau-là, à ce stade de la compétition par hasard. Moi je suis pas forcément serein pour le retour. Je sais qu'on a un petit avantage parce que bon, déjà on a gagné le match aller, donc il y a cet avantage-là au score, on va dire, même si c'est pas un gros avantage. Il y a le fait de jouer à domicile. Regardez l'ambiance qu'il y a eu au Parc des Princes. On entendait quand même beaucoup les supporters du Barça. Alors voilà, imaginez à Barcelone, il y aura plus de pression. Il va y avoir aussi un truc autour de Dembélé, je pense, ça va pour lui mettre un gros coup de pression aussi dès qu'il va toucher la balle. Mais voilà, moi j'ai un peu peur aussi de ce que va nous préparer Luis Enrique. Le PSG là, ils ont une semaine pour se préparer, pour préparer le match, une semaine pour analyser tous les petits détails, tout ce qu'il y a eu contre le Barça, et pour se préparer pour faire ce match. Et pendant ce temps-là, le Barça, on va devoir jouer Cadiz samedi. Donc moi, c'est ça qui me stresse, on va dire un petit peu. Maintenant, on verra. C'est bien, on a gagné le match aller. Moi, je suis fier de ce qu'ont fait les joueurs. Ils ont montré vraiment de la personnalité sur le terrain. Je suis fier aussi du coach, qui est pour moi la bonne personne toujours. Mais bon, ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je suis très content d'avoir gagné le match. C'est une victoire et on peut la savourer, la célébrer. On n'a pas encore la qualif tout simplement, donc on verra.
On verra. Ça va être un match tendu dans tous les cas. Ensuite, on a Kamaïs, je sais pas si ça se prononce comme ça, frérot, qui nous dit: que penses-tu de la célébration de Dembélé et que penses-tu du combat tactique entre Xavi et Luis? La célébration de Dembélé, moi j'ai répondu dans les commentaires, on m'a dit dans les commentaires sous le débrief, je crois, ou je sais plus, ouais, Dembélé, t'en penses quoi de sa célébration? Moi j'ai répondu, j'ai dit c'est à l'image du joueur en fait. Sur le coup, tu sais, tu peux avoir les nerfs et tout ça, mais ça reste à l'image du joueur. Tu sais que le joueur est un imbécile. Tu sais qu'il a pas trop de cerveau, Dembélé, donc finalement ça m'étonne pas qu'il célèbre comme ça. Voilà, après on peut dire c'est un peu ingrat, tout ça. Il a quand même été vachement défendu, le Dembélé. Il est resté pendant des années au Barça à rien foutre en fait, hein, concrètement. On a dépensé un bras complet sur Dembélé pour qu'il apporte des choses au club, quoi. Il a jamais rien apporté, Dembélé, concrètement. Il a fait une frappe ou deux ouais, dans des matchs de Supercoupe ou je sais plus quoi. Mais sinon sur le long terme, en général, dans la globalité, Dembélé n'a rien apporté au Barça. Donc ça le compare, c'est vrai, ça, sur les réseaux ça compare beaucoup, même les Espagnols ils comparent Figo, ça n'a rien à voir. Figo, Dembélé, ce qui s'est passé avec Figo c'était un joueur très important du Barça. Figo c'était vraiment un joueur très important, c'était limite des fois, il a été capitaine du Barça je crois, et il est parti au Real. On peut pas comparer la rivalité Real Madrid-PSG, la rivalité avec le PSG elle n'existe pas. C'est une petite rivalité qui date de 10 ans là. Oui, on s'est affronté régulièrement en Ligue des Champions. Enfin, on s'est affronté. Voilà, on a joué, oui, contre eux en Ligue des Champions pendant pas mal d'années. Depuis qu'il y a le Qatar qui est revenu, depuis qu'ils sont revenus en Ligue des Champions, quoi. Parce qu'avant, c'était un peu compliqué. Mais voilà, après, il n'y a pas forcément de rivalité. C'est incomparable avec ce qui se passe avec le Real Madrid. C'est incomparable. C'est tellement... C'est même pas 1% pareil, quoi. Donc c'est pas comparable Figo, Dembélé, et puis voilà. Mais moi je pense que Dembélé, tout simplement, j'ai vu un tweet d'un frérot là, sur Twitter, ouais, qui disait le seul truc c'est qu'en fait Dembélé il a été défendu pendant des années, et la seule chose qu'il a fait là c'est qu'il a pissé sur ceux qui le défendaient, quoi, c'est tout. il leur a pissé dessus, et c'est le cas. Tous ceux qui ont défendu Dembélé, là, qui disaient ouais, laissez Dembélé tranquille, c'est bon, il faut le payer. Il avait demandé, les gars, un salaire monumental pour rester, pour être prolongé, tout ça, hein. Il demandait 40 millions, un truc comme ça, avec je sais pas combien de primes et tout. C'est n'importe quoi. À l'époque, on en avait parlé déjà. J'avais dit, moi, Dembélé, je suis pas contre qu'il reste, mais c'est n'importe quoi. Le salaire qu'il demande et tout, c'est un manque de respect, en fait. Le mec a jamais rien fait au Barça et il demande un salaire monstre pour rester. Mais il s'est pris pour qui, en fait? Et là, il part, il va au PSG, il marque contre le Barça et il célèbre à fond comme si il avait jamais joué au Barça. Tous ceux qui le défendaient, ils doivent se sentir bien cons. Tant pis pour eux. Après, concernant le combat tactique entre Xavi et Lucho, bah écoutez, Xavi a gagné. Il y en a qui vont te dire, qui vont trouver des excuses. Encore une fois, les mêmes qui sont des détracteurs de Xavi en fait, qui vont dire Xavi est un mauvais coach, il faut le remplacer, ramenez-nous Luis Enrique. Et puis quand Xavi bat Luis Enrique, alors que soi-disant Luis Enrique il a une meilleure équipe, les détracteurs de Xavi, ceux qui ont envie que Xavi parte et tout, ils vont te dire que, enfin ça dépend. Ça dépend comment ils vont amener le truc, mais évidemment, mais ils vont te dire qu'on va se faire déchirer par le PSG parce qu'ils ont Luis Enrique, parce qu'il y a Mbappé, machin. On va au Parc des Princes, on gagne. Ce n'est que le match aller, certes, mais c'est un match. Parlons du match. Xavi va au Parc des Princes et il gagne le match. Par ses choix tactiques, par ses choix de joueurs, ses changements, tout ça, on gagne le match. Donc Xavi gagne face à Luis Enrique. Tactiquement, il a fait les bons choix. On l'a vu un petit peu dans l'analyse hier, mais en termes de hauteur aussi de bloc, il n'a pas laissé trop de profondeur pour que Mbappé et Dembélé aient trop de marge et que ça apporte trop de danger dans le dos de la défense. Tout ça, c'est fait exprès, c'est millimétré. C'est un coach qui a travaillé son avant-match. Alors je sais que c'était quelque chose d'assez récurrent, qu'on entendait souvent, que Xavi travaille rien aux entraînements, aux entraînements, on ne sait pas ce que les joueurs travaillent, on a l'impression qu'il n'y a pas de tactique, tout ça. Il faut s'intéresser juste un petit peu à la tactique et regarder ce qui se fait sur le terrain. Les changements entre chaque match. Un match contre Cadiz ne va pas se jouer pareil qu'un match contre le PSG, parce qu'il n'y a pas les mêmes joueurs en face, il n'y a pas les mêmes dangers, tout ça. Donc voilà ce qui est travaillé à l'entraînement. Et donc tactiquement, Xavi, il a bouffé Luis Enrique. Alors il n'a pas bouffé totalement, le Barça n'a pas gagné 5-0, ça n'a pas été une masterclass. Mais je pense que le Barça a plus ou moins laissé volontairement le ballon à l'adversaire. Quand tu fais exprès de pas mettre ton bloc très haut, de pas venir presser l'adversaire et de le laisser un petit peu plus bas pour pas se faire prendre dans le dos, à partir de ce moment-là, tu sais que tu vas laisser un peu plus le ballon à l'adversaire. Donc c'est un choix, c'est voulu.
C'est voulu. Il y a le fait que le PSG presse très bien, mais quand le Barça avait la balle, ils essayaient de jouer, tu vois. Si on était trop pressé, on balançait des ballons devant, on n'avait pas le choix, c'était comme ça. Mais c'est un choix, et ça a payé, on a gagné, voilà. Donc la tactique, Xavi a battu Luis Enrique sur le terrain de la tactique. On va finir la FAQ avec la question de David machin chose qui dit salut tonton, avec les absences de Christensen et Roberto au retour, Xavi devrait-il tenter Pedri en pivot? Son entrée à ce poste était plutôt bonne. Salut frérot, il y a beaucoup de questions par rapport à ça, l'absence de Christensen, tout ça, donc il reste beaucoup de questions, mais je peux pas tout prendre comme je l'ai dit, sinon la vidéo sera trop longue. Au retour, je pense que oui, on n'a pas trop le choix. Mettre Roméo, ça serait se tirer une balle dans le pied, concrètement on le sait, hein. Même si Roméo, les derniers petits matchs qu'il a fait, les dernières rentrées, elles étaient pas mauvaises, mais le niveau est trop élevé là, tu ne peux pas. Pedri a fait une bonne rentrée en tant que pivot, on l'a déjà vu dans la saison. Pedri a déjà été testé à ce poste-là. Je me rappelle que j'avais fait un tweet là-dessus. J'avais tweeté c'est le premier match en tant que pivot de Pedri et c'est le meilleur pivot depuis le départ de Busquets, quoi. Je me rappelle, donc c'était en début de saison, je pense. Je sais plus dans quel match. Mais effectivement, Pedri, je pense qu'il devrait jouer là. Je pense qu'il faut préserver un maximum de joueurs contre Cadiz. Mais bon, je ferai l'avant-match demain, les gars. J'essaierai de le sortir assez tôt. Parce qu'il y a match demain au final. Donc j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Je vais pas sortir de vidéos d'affilée comme ça sert à rien. Donc on verra, mais je pense que oui, pour le match retour, on n'a pas le choix, on n'a ni Roberto ni Christensen, donc on sait qu'il y aura Frenkie titulaire logiquement, et à côté c'est la grande question. Gundogan, c'est absolument pas le joueur à mettre dans le pivot, pas contre le PSG, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On sait qu'on s'est fait ouvrir défensivement contre n'importe quelle équipe de Liga. Alors, contre le PSG, ce serait suicidaire de mettre Gundogan trop bas. Gundogan, je l'adore, mais dans le double pivot, défensivement, c'est pas possible. Pas dans ces cas-là. Pas contre une équipe où il y a autant de danger en face. Faut qu'il joue plus haut sur le terrain. Tout simplement, qui nous apporte aussi cette tenue de balle et ce danger. C'est Gundogan, de toute façon, quand on sait que c'est le joueur qui crée le plus d'occasions, qui apporte le plus de danger en Ligue des Champions cette saison, les amis. C'est le joueur qui fait le plus de passes clés ou qui crée le plus d'occasions en Ligue des Champions. C'est lui. Donc quand on sait ça, à partir de ce moment-là, tu te dis, tu vas pas mettre Gundogan dans le double pivot défensivement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc sauf si vraiment il y a personne d'autre, t'es obligé de le mettre. Bon voilà. Mais non, je mettrai Pedri, oui. Je mettrai Pedri dans le double pivot. Il a fait une bonne rentrée là-dedans. Pedri, il est très sous-coté défensivement. Très sous-coté parce que souvent Pedri, quand tu parles de lui, tu vas pas parler de son côté défensif. C'est comme Koubarsi au début, il y en a plein qui disaient il relance bien, c'est cool, mais faut qu'il sache défendre. Ben, je pense qu'ils ont compris depuis, mais Pedri, c'est un joueur qui gratte énormément de ballons. Il a toujours un pied qui traîne, et puis quand il défend aussi très bien. J'ai pas pu le montrer dans l'analyse hier parce que c'était trop long et tout ça, je voulais pas montrer une séquence, bref, j'aurais pu, mais voilà. Mais il y a une séquence, toute la fin de match, essayez de revoir peut-être les 10-15 dernières minutes du Barça, où le Barça subit énormément, on touche quasiment pas de ballon, et regardez la défense de Pedri devant la défense, quoi, devant sa surface. Il est tout le temps à défendre, tout le temps à bloquer les angles de passe, très très bon là-dedans, très très bon. Donc je pense que oui, je pense que Pedri devra jouer en double pivot avec Frenkie, en espérant que Frenkie soit encore plus chaud, quoi, vraiment revienne encore plus en forme, quoi. On en aura besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve ce soir pour le live gaming, et puis demain pour l'avant-match, le live avant-match, le débrief. Bref, il y aura beaucoup de vidéos là demain. Donc d'ici là, passez une très bonne journée, portez-vous bien les amis.